Les projets s'enchaînent au sein de la Maison Eiffel, mais une date fatidique approche. 1889. La prochaine exposition universelle qui se tiendra à Paris et qui coïncide avec le centenaire de la Révolution française. Il s'agit de marquer le coup. Au sein de l'entreprise, les deux ingénieurs en chef Maurice Coquelin et Émile Nouguier nourrissent un rêve un peu fou. Parvenir à construire une tour de 1000 pieds, plus de 300 mètres. Cette idée est un peu dans l'air du temps. On sent que la technologie de l'époque permettrait de le faire, encore faut-il le faire. Et c'est là que Coquelin et Nouguier vont imaginer un croquis assez simple, un peu sommaire d'ailleurs, de tour, de pylône de 300 mètres de hauteur. Ils le montrent à leur patron, on peut imaginer la scène, regarde, oui, très bien, c'est bien, mais les gars, intéressant, mais n'y passez pas trop de temps, vous y travaillez le soir ou le week-end, mais ok, pourquoi pas, mais enfin bon, pas très convaincu. À force d'insistance, Eiffel finira par se laisser séduire. Il s'agit une fois de plus de faire du jamais vu. Comment résister à l'audace de ses plus fidèles ingénieurs, ceux qu'il a lui-même formés et encouragés à briser les limites. Il sait qu'il a les bons ingénieurs, il a les usines, il a le savoir-faire. Maintenant, il faut que ce projet devienne non seulement une réalité technique, conçue, calculée, étudiée, mais il faut que le projet s'inscrive aussi dans le projet d'exposition universelle de 1889. C'est pas gagné d'avance. Après des mois de tractation, Eiffel parvient à convaincre les organisateurs et propose de prendre en charge une grande partie du coût de la construction. L'épopée de la tour de 1000 pieds peut commencer. Une douzaine de milliers de plans sont réalisés sous la direction de l'ingénieur Coquelin. Tout doit être parfait. Chacune des 18 000 pièces et des 2 500 000 rivets sont dessinées et préfabriquées avec la précision que l'on connaît à l'entreprise. Le chantier est achevé en une vingtaine de mois seulement. Un édifice d'une hauteur jamais vue s'élève dans le ciel de Paris. Cette tour est la synthèse de toute l'œuvre d'Eiffel. 4 pylônes, dotés de 4 arêtes liées par des croix de Saint-André, s'élèvent du sol. Un treillis métallique ajouré, léger et robuste. Le tout, fermement riveté, prend appui sur de solides fondations plongeant sous le lit de la Seine, à la manière d'un pont en rivière. Pour parachever l'ensemble, sa forme générale incurvée lui permet de résister aux effets du vent, un phénomène qu'Eiffel connaît sur le bout des doigts. Le 31 mars 1889, la plus grande tour du monde est prête à représenter la France. Il y a une sorte de paradoxe dans la tour Eiffel. Il ne l'a pas imaginée. Elle porte son nom pourtant. Ce n'est pas lui qui l'a imaginée, qui en a eu l'idée, mais cette idée, ensuite, il faut la réaliser. Et c'est là où Eiffel révèle aussi tous ses talents. Même s'il n'a pas imaginé la tour, même s'il n'a pas conçu, il l'a réalisée. Il a tout simplement fait passer une idée un peu folle, un peu abstraite, un peu utopique, on va dire, dans une réalité concrète, construite, dans un temps limité. Avec cette tour qui porte son nom, Eiffel atteint les sommets. Pourtant à peine construite, un autre projet préoccupe déjà l'homme d'affaires. La construction du canal de Panama. Une entreprise titanesque dont le but est de relier l'océan Atlantique au Pacifique. Quelques années plus tôt, Eiffel fut appelé pour construire une dizaine d'écluses monumentales sur tout le long du trajet. Un projet à la hauteur de sa renommée désormais mondiale. Eiffel signe là le contrat de loin le plus important de sa carrière, l'énorme contrat. 15 fois à peu près le prix de la tour Eiffel. Il commence à construire des ports d'écluses, c'est des grandes ports de 11 mètres de hauteur, c'est les plus grandes qu'on ait jamais construites, des écluses géantes. Il va commencer tout cela et il n'aura pas le temps de terminer puisque la compagnie va faire faillite. Le chantier est un fiasco. Les ouvriers meurent de la malaria, les conditions sont toujours plus difficiles et le projet prend toujours plus de retard. Finalement,
La compagnie en charge de cette folle entreprise peine à réunir les derniers fonds nécessaires à la bonne réussite de l'ouvrage. La construction est totalement arrêtée et le plus gros scandale financier du siècle s'apprête à éclater. Et donc il y a quelque chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir gagné beaucoup d'argent, là où beaucoup en ont perdu. Il va donc être assigné au tribunal et il se trouve condamné. Il est condamné en appel à nouveau. Il est blanchi en cassation pour prescription. Mais quand même, ça, pour lui, représente un déshonneur important. À 60 ans, Eiffel semble écœuré du monde des affaires. Il démissionne de la présidence de sa propre entreprise, demande à ce que son nom disparaisse et la cède à son fidèle bras droit, Maurice Coquelin. L'entreprise prendra le nom de Société de construction de Levallois-Perret et Eiffel abandonne définitivement le métier. Malgré cet épisode douloureux et cette mise en retrait précoce, le monde de la construction métallique sera marqué à jamais par l'incroyable contribution d'Eiffel. Il a été un protagoniste important de cette révolution de la construction, cette révolution de l'architecture du fer, cette révolution industrielle aussi. Et donc il y a 500-600 réalisations peut-être qu'il a pu mener à bien avec succès. Donc c'est ça aussi, cet héritage d'Eiffel, c'est un héritage constructif. Ils font de lui, au fond, un des grands constructeurs du 19e siècle, en France en tous les cas, et peut-être même à l'échelle mondiale. Eiffel laisse derrière lui des centaines de réalisations. Des ponts de chemin de fer cruciaux, des ouvrages d'art plus majestueux les uns que les autres, des bâtiments à la pointe de la modernité. Mais au-delà des édifices les plus impressionnants construits dans son sillage, c'est une infrastructure bien particulière qui s'apprête à s'inscrire pleinement dans son héritage. À l'aube du XXe siècle, le chemin de fer qu'il avait lui-même permis de développer dans toutes les contrées commence à se frayer une voie au cœur des plus grandes villes du monde. En 1900, c'est la naissance du métro parisien. À ce moment-là, en fait, il y a une convergence de pensée sur Paris qui était un peu le centre du monde. Et Paris s'encombrait et on le voyait à chaque exposition universelle, on voyait que les systèmes de transport n'étaient pas au niveau. Il fallait de la masse, de la capacité de transport, de la vitesse et en dehors des encombrements de surface. Des chantiers apparaissent aux quatre coins de la capitale et des ouvrages tous plus impressionnants les uns que les autres prennent forme dans les rues de Paris. Circulant à travers les bâtiments, l'infrastructure historique fait désormais partie intégrante de la ville. Plus encore, à certains passages clés, le métropolitain brille par son architecture. C'était un moment où on n'hésitait pas à faire des constructions audacieuses. La preuve, ce sont ces passages du métro sur la Seine, avant qu'on ose passer sous l'eau, les deux ponts de Bir-Hakeim et de Bercy, où le métro passe en deuxième étage d'un pont. C'est un paysage exceptionnel, vous n'en trouvez pas ailleurs dans le monde, des ponts sur un fleuve ou une rivière, avec un métro qui est en pont par-dessus un pont. On ne trouve pas ça. Eh bien, ça s'est fait à Paris.